Bonjour à tous et bienvenue donc à cette troisième session de la semaine de la BI, qui d'ailleurs troisième et dernière session de cette semaine. Aujourd'hui on va parler Power BI, je vais y revenir dans 2 minutes. Donc comme les sessions précédentes, on est sur un format live. Il y aura une rediffusion pour ceux ou celles d'entre vous qui voudraient le partager à des collègues et qui ne peuvent pas se joindre à nous ce matin. On fera une rediffusion sur YouTube des sessions. Comme on est en format live, on coupe les micros sont automatiquement coupés pour tout le monde. Et enfin, par contre, le format live, ça permet qu'on dialogue ensemble via l'onglet de questions-réponses et on essaye de répondre à un maximum de vos questions. Donc n'hésitez surtout pas, dès qu'il y a quelque chose qui vous passe par la tête ou que vous n'avez pas compris, à utiliser l'onglet questions-réponses. Notre administrateur Cindy vous mettra un petit commentaire pour que vous puissiez voir où est-ce que ça se situe. Donc ce matin, atelier Power BI, donc on est en binôme. Moi, je vais redresser un peu un tableau général et puis Pierre, mon binôme qui va se présenter juste après, va faire la démo parce qu'on aime bien passer du temps dans les produits. Donc aujourd'hui, on va à la fois replanter le décor, et j'y reviendrai tout à l'heure, et puis passer du temps dans le produit. Donc, en préambule, il y a eu du changement. On a changé de nom. Oleap en janvier a été acquis par un groupe. Le groupe s'appelle le groupe CPRO. CPRO, c'est un groupe d'envergure nationale qui a plusieurs antennes et plusieurs marques. Et pour fédérer toutes ces marques, il y a eu un rebranding groupe. Autour du 20 septembre. Et donc maintenant, l'ensemble du groupe et des entités s'appelle Cohesio. Donc Cohesio, c'est un groupe, comme je le disais, national, 800 millions d'euros de chiffre d'affaires, 2800 collaborateurs, et on est présent sur plusieurs métiers, à la fois les métiers, ce qui nous concerne ce matin, de la gestion et de la data, et ça, c'est Oleap, qui maintenant s'appelle Cohesio Data Solutions, qui porte ce métier-là pour le groupe. Le métier de l'informatique, donc on fait toute la partie infra et on accompagne nos clients sur l'ensemble des sujets infra, serveur, VM, poste client et les services associés. Le métier du print, qui est un métier historique dans le groupe, et ensuite la gestion documentaire, le métier de la télécommunication et de la communication et le métier de la sécurité. Chez Oleap, maintenant, donc Cohesio Data Solutions, vous verrez, on peut peut-être encore fourcher parce que ça reste très frais. On garde la même vision avec le même ADN. On reste une entreprise à taille humaine. Notre siège, il est toujours au même endroit, à Nantes. Les consultants et les personnes que vous connaissez, pour ceux d'entre vous qui travaillent déjà avec nous, ça ne change pas, tout le monde est là et on garde notre vision d'expertise, de coûts humains pour nos clients, donc de mettre en place des solutions d'éditeurs nationaux, mais bien personnalisées par rapport à vos attentes, toujours dans une démarche de proximité à la fois géographique, mais aussi relationnelle. Pour vous redresser le tableau de Cohesio Data Solutions, Oleap, nous sommes 75 collaborateurs, 4 agences, donc Nantes, le siège, Angers, Lyon et Orléans. Voilà. Les mêmes certifications, donc sur 3 grandes marques. La marque Sage, on est centre de compétences. La marque Microsoft, le sujet de ce matin, on est certifié Gold sur toute la partie BI. Et une 3e marque est la marque Salesforce, qui est arrivée il y a 5 ans maintenant. C'est à peu près, donc, on a aujourd'hui 1000 clients actifs qu'on accompagne et environ 200 vraiment dédiés à la BI. Donc voilà un peu pour vous donner une cartographie en termes d'ordre d'idées. Donc, au programme ce matin, ce qu'on a prévu de vous présenter, c'est vraiment un atelier focus nouveauté Power BI, mais comme on aime bien planter le décor, on va vous réexpliquer qu'est-ce que Power BI, parce que peut-être que certains d'entre vous ne savent pas ce que c'est, donc on va le réexpliquer. Une architecture BI type
d'entreprise chez Microsoft, on aime bien préciser, redonner un peu de hauteur au sujet. Et puis ensuite, on rentrera directement dans la démo de Power BI. Donc, il y aura une démo de ce qu'est Power BI et surtout après des nouveautés. Et pour certains techniciens d'entre vous, on ira assez loin dans la technique de certaines nouveautés parce que on aime bien passer du temps dans les produits. Donc, Power BI, qu'est-ce que c'est? Power BI, c'est une solution de data visualisation proposée par Microsoft, qui existe depuis maintenant plusieurs années et qui se répartit, on va dire, en deux grands outils pour deux profils différents dans l'entreprise. Je vais avoir un profil, on va plutôt imaginer en tant que concepteur, les key users de la BI. Ce public-là va utiliser un outil qui s'appelle Power BI Desktop, qui est installé sur leur PC. Et le public de concepteurs, son travail, c'est de préparer et de modéliser la donnée ou de rajouter on va dire des données et des formules dans les modèles, de créer des rapports web ou mobiles pour les consommateurs et donc les utilisateurs en bout de chaîne, et éventuellement de gérer des droits sur la donnée. Et puis, une fois que les rapports sont créés et que j'ai un modèle qui tient la route, je le publie et je le pousse à des consommateurs. Les consommateurs, c'est tout type de public dans l'entreprise. Et les consommateurs, ils ont accès en mode web, en mode mobile, en mode Excel. On va y revenir ce matin, on va vous réexpliquer tout ça. Comme c'est Power BI, c'est complètement intégré à l'environnement Microsoft. Donc, j'ai toute la partie collaborative, intégration avec Teams, qui est natif. Voilà les deux grands profils, un concepteur, un consommateur, et plusieurs modes de restitution, on y reviendra ce matin. Et ça, l'ensemble, c'est ce qu'on appelle l'offre Power BI. Il y a d'autres déclinaisons, mais je ne vais pas rentrer dedans tout de suite, on va vous en parler tout à l'heure, parce que Power BI, ça peut à la fois servir pour mon reporting dans mon entreprise, mais aussi pour mettre en valeur mes données à l'extérieur de mon entreprise, auprès de mes clients et de mes fournisseurs. Donc, je vais refaire le début de l'architecture BI type pour vous expliquer un petit peu et vous reposer le décor. Donc, une architecture BI type, chez Microsoft, on peut, on n'a pas prévu de s'étendre là-dessus, mais on peut faire du full Power BI, c'est-à-dire Power BI a un outil pour se connecter aux sources de données. Mais comme on l'expliquait hier, si je me connecte directement Power BI à mon ERP ou à mes sources de données, si celles-ci sont amenées à changer, voilà, je change de ERP, même si ce n'est pas tous les jours, ou je modifie en profondeur mes sources parce qu'il y a une grosse mise à jour de l'ERP, ça casse tout le travail des rapports et des tableaux de bord. Et donc, aujourd'hui, chez Microsoft, ce qui est recommandé par l'éditeur, c'est de passer par un entrepôt de données, un data lake, ça peut porter plusieurs noms en fonction de la structure qu'on lui donne. Mais en tout cas, c'est l'architecture qui est donnée. Donc, en fait, chez Microsoft, je retrouve mes data sources dans mon entreprise. Donc, je dis n'importe quoi, une compta sur SQL Server, j'ai un ERP qui tourne sur Oracle, j'ai des fichiers d'objectifs qui sont encore gérés par les managers sous Excel. Je connecte tout ça à ma BI. La Data Factory, qui est un outil d'extraction, de transformation et de chargement de données, prend les données utiles de mes bases de production et les stocke dans mon data lake. Et ensuite, je fais la BI sur le data lake. Ça signifie quoi? Ça signifie que demain, si une de mes sources est amenée à changer, je change de comptage, je change de toute facturation, et ben, j'ai pas toute la BI, elle n'est pas bonne à acheter à la poubelle et à refaire en entier. Tout continue de fonctionner, je continue de conserver mon historique sur la data, et ça, c'est super important. Et ensuite, du coup, arrive Power BI. Et là, je vais laisser la main à Pierre. Merci Benjamin. Alors déjà, bonjour à tous. Je me présente, Pierre Couratier, consultant BI
chez Cohesio Data Solutions et expert DataVis, donc des outils comme Power BI. Et déjà, avant de commencer, je voulais vous remercier de venir assister à cet événement. Sur notre semaine de la BI, c'est l'événement où il y a le plus de participants. Donc, c'est la preuve que c'est un sujet qui vous intéresse. Et j'espère que je serai à la hauteur pour vous donner envie d'utiliser Power BI ou de l'utiliser encore plus si vous l'utilisez déjà. Alors, je vais reprendre la main suite aux explications que Benjamin vient de donner. Juste le temps de partager mon écran pour que vous puissiez voir mon écran. Voilà. Alors, ce que Benjamin vous a présenté ici, c'est, pour ceux qui étaient présents hier, c'est la BI Azure qu'on vous a présentée. Et donc, la question, OK, on a mis toutes nos données dans Azure. Et après, qu'est-ce qu'on fait? Alors, les étapes suivantes vont consister premièrement à une étape de modélisation. Donc, ce qu'on appelle modélisation, c'est simplement dire, on a un ensemble de données, quelles sont les relations entre ces différentes données, ces différentes tables, et quels indicateurs on va calculer, c'est quoi la formule de ces indicateurs. Cette modélisation va nous donner un jeu de données. Et ensuite, on va pouvoir se connecter à ce jeu de données pour restituer les informations aux utilisateurs. Plusieurs modes de restitution. Un mode de restitution qu'on va appeler la data vise, c'est des rapports interactifs où très rapidement, un coup d'œil, on va pouvoir voir les informations qui nous intéressent. Je vous ferai une petite démonstration juste après. Un deuxième mode d'accès, c'est de connecter Excel à notre jeu de données pour pouvoir accéder aux données à travers d'un tableau croisé dynamique. Et un troisième mode de restitution, c'est ce qu'on appelle les rapports paginés et que peut-être un certain nombre d'entre vous connaissez déjà sous le nom de rapport SSRS qui permettent, donc pourquoi on appelle ça rapport paginé, c'est qu'on peut avoir plusieurs pages, on en reparlera par la suite. Alors ce qui est intéressant ici, c'est que toutes ces étapes, de la partie modélisation jusqu'aux différents modes de restitution, tout ça, on peut tout faire dans Power BI. Donc une modélisation, 3 types de restitution, mais un seul outil, et on peut tout mettre dans le même outil. Juste pour compléter ce que dit Pierre et illustrer, ce schéma-là est donné un peu de hauteur. Donc, dans mon entrepôt de données, je peux traiter des données de la compta, de mes ventes, de mes achats. Donc, vraiment, j'ai tout dans mon entrepôt de données. Mes utilisateurs, il ne faut pas qu'ils se connectent en direct à cet entrepôt et on crée ce qu'on appelle, ce que Pierre a évoqué, des modèles. Et un modèle, je vais avoir un modèle pour les ventes, un modèle pour les achats, un modèle pour la prod, un modèle pour la finance, un modèle pour la compta. Donc, des modèles, il y a autant de modèles, j'ai envie de dire, que de services dans l'entreprise et de manière d'utiliser la data. Et pour que chaque service s'y retrouve bien, en fait, dans les données et gagne du temps dans la création de ces rapports. Voilà, c'était juste la petite aparté. Ok, merci Benjamin pour cet aparté. Alors, on va... l'objet de cet atelier, c'est de regarder quelles sont les nouveautés sur Power BI. En réalité, Power BI sort des nouveautés tous les mois. C'est important de le souligner parce que c'est un outil qui est vraiment très dynamique, très vivant. Il y a des vraies évolutions, des choses qui sont rajoutées, des nouvelles fonctionnalités, des corrections de bugs. Microsoft est très réactif sur ces choses-là. Ce qui fait que tous les mois, il y a des nouvelles choses qui sortent. Et évidemment, ce matin, on ne va pas vous parler de toutes les nouveautés qui sont sorties depuis la dernière semaine de la BI qu'on a fait l'année dernière, parce que sinon, ça prendrait toute la journée. Mais on va se focaliser sur certaines fonctionnalités qu'on a choisies, des fonctionnalités qu'on a choisies parce qu'on pense qu'elles peuvent vous intéresser ou parce qu'on pense qu'elles permettent de bien comprendre l'esprit de Power BI ou en tout cas la direction que Microsoft veut donner à cet outil Power BI. Et du coup, au travers de ces nouveautés, ça permettra de montrer cet outil Power BI pour ceux qui ne connaissent pas, de montrer quelques éléments techniques pour ceux qui connaissent et qui veulent voir quelques nouveautés en particulier, comment ça fonctionne. Et puis, ça permettra de donner cette vision un petit peu globale de tout ce qu'on peut faire avec Power BI. Alors, trêve de présentation PowerPoint, vous êtes venus là pour voir du contenu, pour voir du Power BI. Alors, on va passer tout de suite à Power BI. Et pour vous mettre en condition, ce que je vous propose,
c'est qu'on regarde un rapport déjà fait pour qu'on puisse déjà voir c'est quoi les résultats de Power BI. Alors ici à l'écran, vous allez voir un rapport qui est basé sur un modèle de vente. Et c'est un exemple d'écran que pourrait voir un commercial qui se connecte à Power BI et qui veut analyser son chiffre d'affaires. Donc ici sur cet écran, vous allez avoir un commercial qui est connecté et ce commercial va pouvoir voir son chiffre d'affaires avec un jeu de couleurs vert ou rouge qui lui permet de voir la comparaison par rapport à l'année dernière. Donc là c'est vert, donc c'est qu'on est au-dessus de l'année dernière. On retrouve un petit peu la même idée dans cet indicateur-là qui me donne le taux d'atteinte par rapport à N-1. Donc là j'ai fait 114% par rapport à N-1, donc 14% de mieux que l'année dernière. Et puis j'ai une petite cible de 100% qui me permet de voir visuellement ma barre bleue de combien j'ai dépassé mon objectif. Donc là, vous voyez, c'est vraiment la logique de la data visualisation. Je n'ai pas besoin de lire les chiffres, je n'ai pas besoin de me poser de questions. Je vois une barre, je vois une couleur. Tout de suite, je sais si c'est bon ou si c'est pas bon. Ensuite, ce chiffre, j'ai besoin de l'analyser pour comprendre si jamais il était bon ou pas bon, pour voir si, pour essayer de comprendre pourquoi ce chiffre il est comme il est. Là, on propose différents éclatements de ce chiffre qui vont correspondre à différents éléments d'analyse. Un éclatement par secteur d'activité, une évolution mensuelle du chiffre, un classement par famille client et par raison sociale, ou un classement par code article. Donc tout ça me permet de comprendre mon chiffre. Et là, je suis vraiment dans une analyse où, en un coup d'œil, je peux rapidement arriver à certaines conclusions. Mais jusque-là, en réalité, tout ça, on aurait déjà pu le faire dans Excel. Donc là où Power BI et la data visualisation, ça devient vraiment intéressant, c'est quand on va pouvoir avoir de l'interactivité quand on va cliquer, quand on va utiliser la souris. Par exemple, ici, si je sélectionne un secteur d'activité, quand je prends secteur d'activité, tous mes autres graphiques vont être filtrés sur ce secteur d'activité. Et je vais pouvoir analyser l'évolution, analyser le chiffre d'affaires, analyser la répartition par famille client, par famille produit de cette activité. Ça fonctionne sur tous les graphiques. Si je sélectionne un mois en particulier, je vois quelle est la répartition de mes chiffres pour ce mois en particulier. Ça, c'est un premier mode d'analyse qui permet de pouvoir rentrer dans les données, de pouvoir comprendre les chiffres. Un autre mode important d'analyse dans Power BI, c'est la possibilité de faire ce qu'on appelle de l'exploration, de pouvoir rentrer dans les données. Par exemple, ici, j'ai un classement par client. Je vais pouvoir cliquer sur une famille de clients et quand je clique dessus, je zoome sur les clients concernés par cette famille pour pouvoir voir la répartition par client. Donc voilà un petit peu le principe de la data vis dans Power BI et de l'intérêt de la data visualisation par rapport aux autres modes de restitution habituels. Je vais rebondir juste sur 2-3 petits points pour ceux d'entre vous donc, qui n'avaient jamais vu cette plateforme. Donc là, on est sur la version web, donc le module de ce que Pierre présentait comme la data vis. Il n'y a rien à installer sur les postes des utilisateurs. Ils ont directement accès à une URL, au rapport qui les concerne, avec toute une gestion de droits. Et on ne va pas tout détailler ici, mais là, vous voyez qu'il y a plein de fonctionnalités utiles, des fonctionnalités d'export pour partager les rapports facilement, des fonctionnalités d'abonnement, ça c'est assez natif, c'est-à-dire je veux recevoir tous les lundis matins le rapport dans ma boîte mail. Voilà. Pour ceux qui ont les droits, je peux modifier en ligne aussi. Donc là, ça c'est super, ça me permet d'accéder au modèle de données en ligne et refaire des tableaux de bord sans rien installer sur mon poste. Donc là, j'ai vraiment plein de fonctionnalités qui s'offrent à moi et on est en full web. C'est vraiment un client léger, il n'y a rien à installer sur les postes des utilisateurs. Et maintenant, on va regarder un petit peu ce qu'il y a sous le capot. Alors, pour regarder ce qu'il y a sous le capot, cette fois-ci, on va revenir sur l'application bureau de Power BI et on va regarder quelques nouveautés et on va les regarder dans les différents thèmes dont on a parlé. Donc, le premier thème dont on a parlé, c'est la modélisation. Et on va regarder quelques nouveautés qui concernent la modélisation. Donc, ici, je me suis connecté donc, avec Power BI Desktop, l'application bureau,
à mon modèle de données. Et ici, je vois effectivement mes différentes tables et la façon dont elles sont reliées entre elles et les différents champs que j'ai dans mes tables. Alors, l'interface visuelle a été complètement revue cette année par Power BI avec l'ajout, ici c'est assez flagrant, l'ajout de différents éléments de couleur. Aussi, quand je laisse ma souris, l'apparition d'infobulles qui me donnent des informations sur mes différentes tables et les différentes sources de données. Et tout ça, ça va me donner pas mal d'informations qui me permettent de comprendre mon modèle. Notamment, par exemple, les couleurs. Pas de couleur, ça veut dire que je suis en mode import, c'est-à-dire que j'ai importé mes données à l'intérieur de mon modèle Power BI. Un trait bleu, comme on voit ici, ça veut dire que je suis en mode direct query, donc je suis connecté en direct sur mes données. Ici, ça veut dire quoi, ça, en direct? Alors, je vais l'expliquer. Ici, j'ai des commandes en cours. Bah, mes commandes en cours, je suis connecté en direct sur ma base. Ça veut dire que si j'insère une commande si une nouvelle commande qui arrive aujourd'hui, bah, mon Power BI va automatiquement se rafraîchir et prendre en compte cette nouvelle commande. En temps réel, quoi. En temps réel. Et on a d'autres éléments qui sont assurés. Donc ça, il s'agit des axes d'analyse, des dimensions. Alors pourquoi ils sont assurés? C'est parce que ces tables-là sont importées en mode mixte, c'est-à-dire qu'elles sont compatibles à la fois avec le mode import et à la fois avec le mode direct query pour des performances optimum. J'ai une table ici qui est uniquement en mode import, c'est la table de calendrier. Pourquoi? Parce que cette table, elle n'existe pas dans mes données, elle a été créée dans Power BI, dans mon jeu de données, et ce qui fait qu'elle est forcément présente en tant que telle. Et là, quand je regarde la liaison que j'ai entre ma table de calendrier et ma table qui est en mode direct query, eh ben, j'ai un petit symbole particulier ici, des sortes de parenthèses, qui me rappelle que en fait, j'ai des données qui sont uniquement d'un côté et d'autres données qui sont uniquement de l'autre côté. Et ce qui fait que la liaison entre ces deux données peut avoir un certain nombre de contraintes. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail de ces contraintes et des implications que ça peut avoir, parce que ça, là, on va rentrer dans quelque chose de très technique. Mais en tout cas, c'est bon à savoir que là, on est sur une liaison un petit peu spéciale et qu'il pourrait y avoir des choses qui ne vont pas fonctionner comme... tout ne pourrait pas fonctionner comme je le voudrais. On a une petite question, Pierre, sur la gestion des droits. Est-ce que tu peux nous en dire deux mots? Alors, au niveau des droits dans Power BI, on a deux types de droits. Un droit d'accès au rapport ou au jeu de données, où là, on va pouvoir nominativement dire telle personne peut voir tel rapport ou telle personne ne peut pas voir tel rapport. Et on a un deuxième niveau de droit qui est l'accès aux données, c'est-à-dire que même si deux personnes ont accès au même rapport, on va pouvoir faire en sorte qu'en fonction de leur login de connexion, chaque personne ne verra que ses données à elle et ne pourra pas voir les données d'une autre personne. Donc des droits pilotés par la donnée, quoi. Exactement. Par exemple, commercial du 44 ne voit que son département. Là, c'est exactement le cas ici. Cette commerciale, Nubia Garcia, elle ne voit que ses données à elle, et on verra dans d'autres écrans dans la présentation. En réalité, il y a d'autres commerciaux, mais elle, quand elle est connectée à Power BI, elle ne voit que ses chiffres à elle. Super. Donc voilà pour ces écrans. Donc là, la nouveauté ici, c'est que l'interface visuelle était entièrement refaite et permet de très rapidement beaucoup mieux comprendre ces données et les liens qu'il y a entre ces données. Maintenant, toujours sur la modélisation, on va parler d'une autre nouveauté. Cette fois-ci, je vais changer de Power BI. Et là, je viens donc toujours sur mon application bureau, l'application qui me permet de faire la conception. Et là, je suis sur le Power BI, sur le rapport que je vous ai présenté tout à l'heure. Mais là, je suis en mode conception. Là, on va pouvoir modifier des choses, rajouter des informations. Alors, en termes de modélisation, donc ici sur le côté, on voit notre modèle qui a été créé. On est connecté à ce modèle. Et on peut faire un glisser-déposer pour créer des champs. C'est exactement ce qui a été fait ici. Alors, on va se focaliser sur un point en particulier. C'est que depuis donc les nouveautés de cette année, quand on est connecté à un jeu de données qui a été par exemple fourni par le service informatique et qu'on a créé un rapport sur ce jeu de données, on a maintenant la possibilité de modifier ce jeu de données uniquement dans notre rapport pour ajouter des mesures et même pour ajouter des nouvelles tables de données ou pour se connecter à deux jeux de données en même temps pour faire des liens entre deux jeux de données. Je vous fais un exemple concret de ce que l'on pourrait faire. Ici, par exemple, quand je vous ai fait la présentation de ce rapport,
on a vu que j'avais mis une cible 100%. Si je dépasse ce trait, ça veut dire que j'ai fait mieux que l'année dernière. Si je suis en dessous de ce trait, j'ai fait moins bien que l'année dernière. C'est assez succinct comme objectif parce que souvent les commerciaux ont quand même pour objectif de faire mieux que l'année dernière et on leur fixe un pourcentage, un objectif à atteindre. Ici, il se trouve que cet objectif n'est pas inclus dans le jeu de données, mais moi, personnellement, j'ai un fichier Excel qui contient ce jeu de données et qui me permet de savoir quels sont les objectifs qui ont été fixés à chaque commercial. Je vais ouvrir ce fichier. Comme on trouve souvent chez nos clients, finalement, c'est pas toujours le cas, mais fréquemment, il y a d'un côté le réalisé dans l'ERP et de l'autre, les objectifs ne sont pas toujours tenus dans l'ERP ou dans le CRM, ça peut être aussi des fichiers Excel, quoi. Voilà. Et vous avez bien compris, au travers de cette démonstration, je vous montre comment, si vous avez des petites données qui ne sont pas gérées par le service informatique, mais que vous avez localement et que vous voulez intégrer de façon ponctuelle dans un rapport, comment vous allez pouvoir les intégrer. Donc ici, j'ai des objectifs qui sont définis par mois, par commerciaux, par activité, avec un montant d'objectifs. Alors, pour intégrer cet objectif, il faut... Alors, pour l'instant, cette fonctionnalité que je vous présente, c'est une fonctionnalité qui est en pré-version. Ça veut dire qu'elle n'est pas active par défaut dans Power BI, mais vous avez la possibilité de l'activer. Ces fonctionnalités en pré-version, c'est Power BI sort beaucoup de nouveautés en pré-version pour que les gens puissent les tester, faire des retours, faire des correctifs, et quand la technologie elle est mûre, elle est enfin mise en standard dans Power BI. Donc là, pour l'instant, c'est encore une fonctionnalité en pré-version. Donc, j'ai déjà activé cette fonctionnalité en pré-version et ça me permet, donc en haut, j'ai mes sources. Je vais simplement dire, je vais ajouter une nouvelle source qui est mon classeur Excel. Je viens sélectionner mon fichier, ouvrir. Donc là, Power BI ouvre le fichier, analyse le contenu. Je vois que j'ai une feuille avec mon tableau dedans. Je vais la cocher pour dire que je veux l'intégrer dans mon Power BI. On attend un petit peu qu'il charge les données. Et voilà, c'est fait. J'ai ma feuille 1 qui a été rajoutée dans mon modèle. Ici, je vais quand même devoir faire une petite étape de modélisation. Cette étape de modélisation, je vois qu'ici, il m'a rajouté mon feuille 1 qui est là. Je vais le renommer parce que feuille 1, c'est pas très beau. Objectif. Et je vais pouvoir... alors, je vais créer une nouvelle vue de modélisation pour me concentrer que sur cet objectif. Je fais un glisser-déposer de ma table objectif. Et on a dit les objectifs sont reliés à l'activité, au commercial, au mois. Je vais faire glisser-déposer de ces tables, donc l'activité, le commercial, le mois, c'est dans la table calendrier. Et pour faire le lien entre mes tables, j'ai juste à faire un glisser-déposer, comme ça. Du champ vers le champ, quoi. Du champ vers le champ, donc les deux champs qui sont liés, qui doivent correspondre l'un à l'autre. Et là, ça me propose de créer une relation. Je fais OK. Et ici, je reviens sur la vue de modélisation qu'on a vue tout à l'heure. C'est important parce que avec le jeu de couleurs, il me rappelle qu'en fait, l'activité provient du modèle qui a déjà été déployé dans Power BI. Donc, je suis en mode de connexion directe, alors que mes objectifs sont importés dans mon rapport ici, ce qui fait qu'ici, je suis en mode importé. Et les relations entre les deux, j'ai le petit symbole ici qui me rappelle que je vais avoir un certain nombre de contraintes. Bon, ici, on ne sera absolument pas concerné par ces contraintes, il n'y a aucun souci. Donc, je fais les autres glisser-déposer pour créer mes relations. Ici, c'est simplement la date parce que j'ai eu l'intelligence de mettre mon mois dans les objectifs, de le mettre au format date, ce qui fait que je vais pouvoir simplement relier la date avec le mois, ça va fonctionner tout seul. Voilà pour la partie modélisation, ce n'est pas plus compliqué que ça. Je reviens sur mon écran de rapport. Et ici, pour pouvoir remplacer ici, comme mes objectifs, c'est un montant chiffré, je vais calculer un petit indicateur. Donc, je veux créer une nouvelle mesure. Une mesure, c'est un calcul que je vais appeler taux cible. Je vais utiliser la fonction divide qui me permet de faire une division, vous savez, avec la gestion automatique de la division par 0. Et ici, je vais mettre mon objectif. La division par 0. Alors là, on rentre pour ceux qui utilisent déjà Power BI, donc on est dans ce qu'on appelle le langage DAX. Ça permet de faire des mesures très puissantes avec du comparatif n, n-1, enfin plein de choses. Et là, en l'occurrence, la fonction divide, comme tu évoquais, pour ceux qui ne connaissent pas, en division par 0, ça veut dire que normalement, quand on fait une division par 0, ça pose un problème. Il y a un message d'erreur comme toute division par 0. Et la fonction divide, elle prend en charge cette erreur, quoi, c'est ça? Exactement. Exactement. Alors,
pour ceux d'entre vous qui ne sont pas trop dans la technique, ce que je viens de faire ici est l'élément le plus technique de la présentation, donc rassurez-vous, là on vient d'aller dans le plus complexe. En même temps, rassurez-vous, je crois que vous vous rendez compte que pour quelque chose de très complexe, j'ai rien fait de vraiment complexe. Ça vous montre aussi, enfin en tout cas j'espère, c'est l'objectif, que ça vous montre que en fait, Power BI c'est quand même super friendly user. C'est quand même assez facile de faire des choses dedans. Donc là, j'ai créé mon indicateur et j'ai plus qu'à faire un glisser-déposer de cet indicateur dans mon graphique. Donc je sélectionne mon graphique, j'ai différents champs ici et j'ai un champ qui s'appelle valeur cible. J'ai plus qu'à faire un glisser-déposer. Et ici, alors je crois que... Et ici, ça ne marche pas. Ouais, oui, j'ai une cible, j'ai mis à jour mes données, j'ai oublié de modifier mes objectifs, ce qui fait que j'ai des objectifs qui sont complètement décorrélés de la réalité, ce qui fait que Donc ça, c'est les aléas du direct. Donc là, je peux facilement comprendre pourquoi j'ai une erreur. C'est qu'en fait, j'ai 2 millions de chiffre d'affaires et j'ai un objectif qu'à 28 millions. Donc forcément, la cible, elle est à 12 000%, donc c'est juste inaccessible. Donc là, j'ai fait une petite erreur dans la préparation de mes données. En même temps, finalement, l'erreur est intéressante parce qu'elle vous montre qu'avec 3-4 glissés-déposés, j'ai pu faire une explication de pourquoi mes chiffres n'étaient pas bons. Et ça aussi, c'est quelque chose qui est super intéressant avec Power BI. Quand un chiffre n'est pas bon, on arrive à justifier très facilement ce chiffre, à comprendre pourquoi on a fait une erreur. Donc voilà, en tout cas, pour la modélisation. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir sur cette partie modélisation? C'est que dans les nouveautés Power BI, on a de plus en plus d'outils qui nous permettent de simplifier cette modélisation, de faire qu'elle soit facile à faire. Donc, la modélisation, c'est la partie la plus technique qu'on a à faire dans Power BI. Et Power BI fait vraiment un effort pour qu'elle soit le plus facilement accessible aux non-informaticiens. Et cette nouvelle possibilité qu'on a d'enrichir un modèle existant avec des nouvelles tables, des nouvelles informations, donne vraiment de la liberté. Vous pouvez, si vous avez un petit fichier que vous voulez rajouter d'objectifs ou d'autres informations, vous voyez, c'est très facile de le rajouter et de le connecter au modèle existant. Voilà pour cette partie modélisation. Maintenant, on va voir quelques nouveautés en termes de reporting, c'est-à-dire comment on fait les graphiques ici. Alors, juste pour rappel, pour ceux d'entre vous qui arrivaient un peu sur le sujet, la modélisation dans Power BI, on la destine plutôt aux key users, à des personnes dans l'entreprise qui ont été formées. Voilà, on leur a appris à faire des modèles dans Power BI. Et ces personnes-là, c'est plutôt elles qui sont amenés à amender le modèle, éventuellement même à faire des rapports pour les autres utilisateurs. Là, ce qu'on va voir, c'est la partie création de rapports. Ça, c'est beaucoup plus accessible normalement, Pierre. Je ne sais pas ce que tu as prévu de montrer, mais normalement, c'est beaucoup plus accessible. Alors, effectivement, je vais vous faire quelques petits démos. Vous allez voir le mode de fonctionnement. C'est à peu près pas plus compliqué que faire du glisser-déposer. Donc là, en termes d'accessibilité, on ne peut pas faire mieux. Alors, on va se concentrer sur un type de graphique en particulier, c'est ce type de graphique en courbe. Alors, pour les démos, je vais faire un petit copier-coller de ce graphique. Je vais le mettre en grand parce que de toute façon, on n'aura que ce graphique-là. Si j'arrive à attraper le... Voilà, parfait. Et ici, bon, alors ce graphique, le principe, c'est qu'on a une évolution mensuelle de mon chiffre d'affaires. Je vais repasser sur un affichage au jour le jour. Donc là, je suis sur un affichage au jour le jour, et évidemment, c'est quand même difficilement lisible parce que j'ai beaucoup trop de données. On peut même dire que c'est illisible. On peut dire que c'est illisible. Alors, ça m'amène à une nouveauté qui est sortie cette année, c'est la possibilité de rajouter des barres de zoom. Alors, dans les options de paramétrage de ce graphique, alors je vais l'ouvrir pour qu'on ait bien les libellés, curseur de zoom, qui est par défaut désactivé, je les active. Et là, vous voyez, j'ai deux curseurs qui ont été rajoutés, horizontalement et verticalement. Et quand je vais les déplacer, je vais pouvoir zoomer sur mes données pour me concentrer sur une plage de données en particulier. Et après, ce curseur, je peux le déplacer pour voir comment mes données évoluent. Donc, les cas où on a besoin d'afficher comme ça beaucoup de données sont assez rares, mais ce genre de petites options, donc de nouveautés,
permet de pouvoir faire face à ce genre de situation. On peut aussi zoomer en hauteur s'il y avait besoin. Bon, vous avez compris le principe de cette partie-là. Alors, c'est peu de choses, hein, parce qu'en réalité, Power BI, ça fait quand même des années que le produit existe. Il y a des nouveautés tous les mois, comme je vous ai dit. Donc maintenant, le produit est quand même bien mûr, et les nouveautés que je vous présente sont vraiment des choses très pointues, des nouveautés très spécifiques. Je reviens sur ma première page, et toujours sur ce graphique-là, on va voir une deuxième nouveauté qui s'appelle les petits multiples. Alors, dans vos questions-réponses, là, dans les questions-réponses que vous pouvez poser, ne me demandez pas pourquoi on appelle ça petit multiple. Je ne sais pas. Il y a des fois dans la traduction française de Power BI des libellés on ne comprend pas. Ça a peut-être du sens en anglais, mais ça n'en a pas en français, c'est ça? Et on a remarqué aussi que dans les traductions, on a beaucoup tendance à utiliser le même terme pour désigner des fonctionnalités complètement différentes. Donc des fois, c'est un petit peu, ça peut un petit peu embrouiller. Mais peu importe le vocabulaire, ce qui est important, c'est la fonctionnalité. Et c'est ce que je vais vous montrer. Donc par exemple, ici, sur ce graphique, donc ici, j'ai le graphique qui est le chiffre d'affaires de toute ma société. Et si jamais j'ai envie de voir mon chiffre d'affaires pour chacun des commerciaux, il va falloir que soit je mette la dimension commerciale et puis que je sélectionne chacun de mes commerciaux, soit que je fasse copier-coller de ce graphique pour chacun de mes commerciaux, que je mette un filtre. Ce n'est pas très pratique. Donc une nouvelle fonctionnalité, les petits multiples, va me permettre, donc je vous montre, c'est mieux que 10 000 commentaires, j'ai mis le nom de mes commerciaux dans cette case petit multiple, et en fait, il m'a automatiquement divisé mon graphique en autant de cases qu'il y a de commerciaux pour que je puisse voir l'évolution de mes chiffres pour chacun de mes commerciaux. J'ai un certain nombre d'options de mise en forme. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce qu'après, c'est tout de suite un petit peu technique, mais on peut changer le nombre de graphiques par ligne, le nombre de graphiques par colonne. On peut afficher un certain nombre d'éléments. On peut aussi décider de trier les différentes cases, soit par nom, prénom de mes commerciaux, là c'est dans l'ordre alphabétique, mais on peut aussi trier par chiffre d'affaires, ce qui fait que les commerciaux qui arrivent en haut sont ceux qui ont fait le plus gros chiffre d'affaires, ceux qui arrivent en bas sont ceux qui ont fait le plus petit chiffre d'affaires. Et ici, je peux descendre sur mes différents commerciaux. Donc voilà pour cette fonctionnalité de petits multiples qui, quand on a des axes comme ça qu'on ne veut pas comparer entre eux, mais qu'on veut avoir une vision globale de l'évolution, par exemple comme ici, pour chacun de ces axes, là, ça permet d'avoir une vue d'ensemble très rapidement. Une autre nouveauté concerne l'utilisation des boutons. J'ai oublié de supprimer, donc ça c'est le résultat final, que je vais vous montrer comment y arriver. Alors les boutons, c'est une fonctionnalité qui existe déjà dans Power BI. À ce point de vue-là, rien de nouveau. Donc ici, au niveau des boutons, on peut créer un certain nombre de boutons. Les boutons, c'est quoi? C'est simplement la possibilité de cliquer sur quelque chose et de pouvoir mettre une action derrière ce clic. Alors ici, je vais prendre un bouton vide. Et ça permet, quand même, je vais en dire deux mots, mais ça permet, à travers Power BI, de vraiment designer des vraies applications, navigation dans la data avec un écran d'accueil. J'utilise un bouton qui me renvoie sur d'autres pages. C'est on pourrait imaginer comme presque faire un site web dédié à la data de mon entreprise avec ces fonctionnalités d'image, de boutons, et à une image, un bouton, à une action finalement, j'associe un lien qui m'emmène sur d'autres rapports. Et du coup, ça décuple les possibilités de navigation dans la data. Je vous ferai une petite démonstration après. Alors, ici, sur ce bouton, donc c'est un bouton vide, forcément, il ne se passe rien. Ce que je vais faire, c'est que je vais lui mettre une action. Donc, par défaut, il n'y a pas d'action. Donc là, je vais activer une action. J'ai différents types d'actions qui existent. Et là, je vais choisir dans ces actions URL web, donc pour aller vers un site web. Alors, bon. On va vous présenter le nouveau site Cohesio, c'est ça? Ouais, on va aller sur le site de Cohesio. Hein. Si j'arrive à taper le site correctement. Voilà, et ce qui fait que quand j'ai mis cette URL, quand je clique sur mon bouton, ça m'ouvre une nouvelle page web
et je tombe sur le site de Cohesio. Si vous n'avez pas encore été sur ce site, n'hésitez pas à aller le découvrir. Vous aurez une vision de l'ensemble du groupe. Et évidemment, vous pourrez aussi voir l'agence d'Orléans. Mais j'arrête tout de suite ma publicité pour Cohesio. Mon agence. Pour mon agence. Alors ici, pour que ce bouton soit utile, je vais lui rajouter un petit peu de texte, notamment pour qu'on sache ce qui se passe. Alors, j'avais pas vu, Pierre, on a une question qui est arrivée entre-temps, qui concernait juste le graphe que tu as présenté juste avant. Est-ce qu'on peut avoir un graphe général, comme tu as présenté, puis par un clic, avoir le détail par commercial? Il faudrait préciser un peu, mais... Répète la question. J'ai le graphe général. J'imagine que c'est sur les petits multiples, je pense. Et par un clic, avoir le détail par commercial. Alors, oui, alors je vais répondre à la question, en tout cas, telle que je l'interprète. Soit on utilise la fonctionnalité, ce qu'on a là de petits multiples, et bon, j'ai déjà mon graphe par commercial. Soit sinon, on part sur ta fonction zoom, Pierre. Donc là, soit on repart sur le général, mais dans ces cas-là, il faut juste mettre à côté un filtre avec la liste des commerciaux, et je clique sur un commercial et ça va actualiser le graphe général. Il y a deux manières de traiter le problème. Je ne sais pas si ça répond à la question, mais en tout cas, c'est tel que je le comprends. Et je vous montrerai une autre nouveauté juste après qui va peut-être permettre aussi de traiter le point. De traiter le point. Alors, je reviens sur mon exemple, sur mon bouton. Donc ici, je vais écrire mon Cohesio en un peu plus gros, pour que ça soit bien lisible. Et voilà. Alors jusqu'ici, dans ce que j'ai fait là, rien de nouveau, tout ça existe déjà dans Power BI depuis longtemps. Par contre, ce qui est nouveau, c'est les possibilités de mise en forme de ce bouton, qui ici sont quand même assez limitées. Et je vais notamment pouvoir remplacer ce rectangle qui n'est pas très joli par un certain nombre d'autres formes. Donc il y a plein de formes qui sont proposées par défaut. Par exemple, ici, je prends une pastille qui me donne un effet un petit peu arrondi. Et je vais pouvoir mettre une couleur à cette... Donc j'en profite, ce texte. Les fonctionnalités de mise en forme, finalement, quand on arrive dans Power BI, on se dit « Ah tiens, c'est marrant, il n'y a pas énormément de visuels. » Et en fait, si, parce qu'ils ont fait un menu assez simple de visuels, mais chaque visuel, on peut complètement intervenir dessus avec la fonctionnalité de mise en forme. C'est toutes ces options-là que Pierre est en train de dérouler qui permettent vraiment d'adapter chaque visuel, et au final, ça fait une panoplie assez énorme de visuels, sans parler en plus de ce qu'on appelle la place de marché, qui permet à des éditeurs autres que Microsoft, à des développeurs, de proposer leurs propres visuels. Voilà, petit aparté sur les visuels et la mise en forme. Voilà, donc cette forme-là, je vais pouvoir aussi rajouter d'autres éléments, notamment un petit effet d'ombre. Alors ici, je vais l'exagérer vraiment à fond pour que... non, c'est pas l'ombre, c'est une bêtise, c'est l'éclat de la forme. Je vais l'exagérer pour que vous puissiez vraiment voir l'effet. Ou ici, vous voyez, il y a un petit effet glow, un petit effet de flou qui a été mis autour du bouton. Alors ici, ça n'a pas particulièrement d'intérêt. Ce qui est intéressant, c'est que je peux changer le mode d'affichage en fonction des actions sur mon bouton. Et je vais, donc par exemple, ici, le mettre à fond au niveau du pointage. Et dans le truc par défaut, je vais le masquer. Donc là, j'ai un bouton classique, mais quand je mets ma souris dessus, raté. Quand je mets ma souris dessus, j'ai l'effet qui apparaît. Ce qui fait que ça permet à l'utilisateur de savoir qu'il y a une action qui va se passer derrière ce bouton. Autre nouveauté de mise en forme, la possibilité de mettre des icônes personnalisées. Donc personnalisé, c'est-à-dire que je vais pouvoir charger un fichier d'icônes. Donc par exemple une flèche. Donc là, je vais simplement inverser le centrage, mettre un petit peu de marge. Et là, sur mon bouton, j'ai pu rajouter une petite icône qui me permet de comprendre que quand je vais cliquer dessus, je vais partir vers le site web de Cohesio. Alors, toutes ces options de mise en forme, vous avez vu en quelques minutes, j'ai fait un bouton qui a vraiment une tête de bouton et qui est assez joli à faire.
Moi, je ne suis pas designer, je n'ai pas particulièrement bon goût en termes de mise en forme, en termes de choix de couleurs. Mais là, cette nouveauté Power BI me permet de très rapidement faire un bouton qui est à peu près joli. Alors que avant cette nouveauté, le seul moyen d'avoir ce visuel tel que vous l'avez là, c'était de faire appel à un designer pour qu'il crée l'image et que je vienne insérer cette image à cet endroit-là. Il crée finalement 2 images. Et qui crée 2 images, l'image ici, l'image quand c'est souligné. Donc il y avait tout un travail à faire avec un designer. Là maintenant, on peut tout faire rapidement dans Power BI. Une dernière nouveauté qu'on a, c'est des nouvelles infobulles. Alors, elles ne sont pas visibles automatiquement. Il faut activer cette nouveauté pour l'avoir dans un rapport. Mais ici, quand je mets ma souris, j'ai l'infobulle. Et la nouveauté, c'est que j'ai des options qui avant existaient, mais existaient dans le menu déroulant, la fonction extraire ou la fonction développer. Mais cette fois-ci, c'est directement visible dans l'infobulle. Donc, je peux descendre dans le détail. Et ici, extraire, c'est la possibilité d'aller vers une autre page de mon rapport, mais qui va m'afficher le détail de ce pourquoi j'ai cliqué. Donc, par exemple, une sorte de drill down, quoi. Une sorte d'exploration. Et là, on pourrait avoir un détail client, on pourrait aussi avoir un détail par commerciaux, si on voulait rentrer dans le détail commerciaux pour rebondir sur des questions qui étaient un petit peu posées. Une dernière fonctionnalité, je vais essayer d'accélérer un petit peu parce qu'on est en train de dériver un petit peu au niveau du temps. Alors, sur les boutons, excusez-moi, je ne lis pas toujours les questions en direct, ou alors elles arrivent un peu en différé. Sur les boutons, peut-on enregistrer des modèles de boutons une fois créés? Alors, en fait, oui, ce qu'il faut faire, c'est vous faire un fichier Power BI avec des pages modèles. Et en fait, dans Power BI, on peut tout copier-coller, un peu comme dans Word ou dans Excel. D'une feuille Excel à une autre, je peux copier-coller. Donc, vous faites une page avec vos boutons, vos images, finalement une page modèle avec vos banques d'images et de boutons, et vous allez après piocher, copier-coller ce que vous voulez utiliser. Donc on peut tout à fait imaginer des modèles. Puis il existe également la fonction reproduire la mise en forme, fonction qu'on connaît dans tous les outils de la suite Office, qui permet de copier-coller automatiquement toutes les options de mise en forme. Quand c'est 2 graphiques identiques, ça marche bien. Quand c'est 2 graphiques différents, ça va dépendre des mises en forme qui sont communes. Je passe maintenant à un autre type de nouveauté qui concerne la possibilité de faire de l'analyse dans Excel connecté à un jeu de données. Alors, cette fonctionnalité, elle existe déjà. Pour y accéder, par exemple, ici, j'ai mon jeu de données. J'avais juste à faire 3 petits points analyser dans Excel. Ou alors on peut le faire depuis le rapport aussi. Il y a, depuis chaque rapport Power BI, quand on est sur un tableau de bord en mode web Power BI, si on a les droits, on peut faire de l'analyse dans Excel. Je vais juste peut-être préciser ce que c'est. En 2 mots, Pierre, l'analyse dans Excel. Je vais le montrer, c'est beaucoup plus pratique. Ouais, donc là, ce fichier Excel qui m'a généré, j'ai juste à l'ouvrir. Et donc ici, alors il faut que j'active les modifications évidemment, il y a toujours la partie sécurité. Donc ici, j'ai un tableau croisé dynamique qui s'affiche là. Il y a le modèle qui est en train de se charger, voilà, c'est arrivé. Donc ici, j'ai un TCD, alors je pense que les plupart d'entre vous connaissez très bien les tableaux croisés dynamiques dans Excel, donc je ne vais pas m'étendre là-dessus. Et ici, en réalité, les champs que vous avez là sont les champs de mon modèle vente, donc sur lequel est basé le rapport. Et je n'ai plus qu'à faire déglisser, déposer pour venir alimenter mon laisser déposer qui n'a pas fonctionné. Il n'a pas fonctionné. Voilà, bon, je vais coucher, ça marche bien aussi. Juste là, je vais faire un petit focus. Ceux d'entre vous qui aviez l'habitude d'utiliser des cubes, ça vous parle peut-être. C'est un peu comme mon univers dans BO, enfin, ça peut porter plein de noms. Donc, c'est les champs que je vois qui sont proposés, c'est mon univers, c'est mon référentiel, c'est ce qu'on fait. Donc, j'ai un référentiel pour les ventes, pour les achats, pour la prod, ce que j'expliquais tout à l'heure. Et ceux d'entre vous qui aviez l'habitude d'utiliser les cubes, Power BI, ça fonctionne pareil. Le modèle Power BI qu'on exploitait il y a 2 minutes en mode web, c'est un cube et Microsoft a fait en sorte qu'il soit accessible depuis Excel. Donc je te laisse continuer, Pierre. Ok. Alors cette nouveauté, enfin ça c'est pas une nouveauté, ça existe depuis un certain temps déjà. Ce qui est nouveau, et on trouve ça assez intéressant, c'est que quand vous allez ouvrir Excel dans les outils, les autres outils de la suite Office, et ben maintenant ces tableaux croisés dynamiques vont être accessibles
en actualisation et en modification. Je vous fais un exemple ici, je suis dans Teams, j'ai ajouté ce fichier Excel dans Teams, j'ai créé un onglet qui est ici, analyse des ventes, et quand j'ouvre cet onglet, ça m'ouvre mon fichier Excel. Alors, toujours les messages d'avertissement, c'est normal. Hein, là, il te demandait si tu voulais rafraîchir les données, c'est ça? Alors, pas rafraîchir, mais comme je suis connecté à un jeu de données externe, il y a toujours la sécurité de dire est-ce que vous êtes sûr que vous savez ce que vous faites? Là, effectivement, je suis sûr de savoir ce que je veux faire. Donc là, j'ai accès à mes données. Donc là, tu es dans Teams. Hein, donc, je suis dans Teams. Dans Teams, j'ai un fichier Excel. Ce fichier Excel contient un tableau croisé qui est connecté à un jeu de données Power BI. Jeu de données Power BI que je peux rafraîchir ou que je peux modifier en temps réel. Donc là, on voit complètement l'interactivité qui est entre tous les outils de la suite Office, et tout est interconnecté, et vous pouvez intégrer du Power BI dans Teams, vous pouvez intégrer des fichiers Excel dans Teams, vous pouvez intégrer des fichiers Excel dans Power BI, des fichiers Excel qui eux-mêmes sont connectés à des jeux de données Power BI. Donc là, on est vraiment dans une logique où tous les outils sont intégrés, et ça devient quasiment transparent de savoir quelle technologie il y a derrière. Et pour bien comprendre, ça veut dire que si il y a de la saisie dans mon ERP il y a de la saisie dans mon ERP, je me connecte à mon fichier Excel, il se rafraîchit en automatique en fonction de ce qui a été saisi dans l'ERP, le tableau de bord se met à jour tout seul, quoi. Alors si je suis en mode direct query, par exemple, connecté en direct avec les données, effectivement, je saisis dans mon ERP, ici je clique sur actualiser, et mon tableau se met à jour directement. Voilà, j'ai juste à cliquer sur le bouton actualiser pour que ça se mette à jour. Il faut quand même lui dire qu'il faut s'actualiser. Voilà pour cette petite nouveauté. Donc, ce n'est pas grand-chose, mais ça permet de montrer un petit peu la logique de Microsoft par rapport à tous ces outils qui deviennent de plus en plus interconnectés entre eux. Et on verra encore d'autres exemples. Juste pour terminer sur la partie Teams, intégration Teams, donc c'est évidemment un des points forts de Microsoft, hein, c'est que l'ensemble de ces outils, quand je dis c'est le panel complet, hein, Power Apps, Power BI, Excel. Évidemment, on peut les ajouter dans des groupes Teams. Et nous, en tout cas, chez OLAP, comment on travaille, c'est on fait des groupes Teams par équipe de travail, un groupe Teams sur la data, un groupe Teams sur Salesforce, un groupe Teams sur Sage. Et chaque groupe a ses KPI et ses tableaux de bord, à la fois Power BI, parce qu'on peut intégrer directement les dashboards Power BI que vous avez vu tout à l'heure en mode data viz dans Teams, et puis la fonctionnalité que je ne connaissais pas, effectivement, on peut intégrer du coup de la partie Excel en mode TCD rafraîchi en automatique également dans l'outil. Ça, c'est un point différenciant chez Microsoft. Alors maintenant, pour voir la dernière nouveauté, on va d'abord faire un petit point sur les différentes licences Power BI pour essayer, aussi pour bien remettre les choses au clair, et parce qu'il y a eu des modifications qui ont été faites cette année sur cette partie-là. Donc là, vous avez à l'écran un petit PowerPoint qui vous montre les différents modes de licence. Alors jusqu'à l'année dernière, il y avait grosso modo 2 modes de licence. Un mode de licence par utilisateur, vous payez au nombre d'utilisateurs, donc par utilisateur par mois, et un autre mode de licence qui est par capacité, où vous achetez une capacité entière, et c'est illimité en termes de nombre d'utilisateurs sur cette capacité. Évidemment, la capacité est beaucoup plus chère que la licence par utilisateur, puisqu'il n'y a plus de limite en termes de nombre d'utilisateurs. Cette année, Power BI a sorti une nouvelle mise à jour de ses capacités qui s'appelle Gen 2, Génération 2, et avec 2 modifications notables. La première modification notable, c'est qu'un certain nombre de fonctionnalités premium qui n'existaient que sur les capacités, qui ne sont pas accessibles dans les Power BI Pro classiques, sont descendues sur du Power BI Embedded. Alors, le Power BI Embedded, c'est une fonctionnalité spéciale de Power BI qui vous permet d'intégrer du Power BI dans un site web ou dans votre application. Donc, c'est vraiment de l'intégration, de l'embarquement dans votre application. Et grâce à ces capacités de génération 2, des fonctionnalités premium qui n'existaient que dans les capacités, les grosses capacités, deviennent accessibles dans cette partie Power BI Embedded. Sur cette partie-là, donc déjà, toutes les fonctionnalités qu'on a montrées jusqu'alors, les nouveautés, dis-moi si je raconte une bêtise, Pierre, mais elles sont dans Power BI Pro. Hein. Donc tout ce qu'on a montré là, c'est du Power BI Pro. Là, on va vous montrer des choses qui sont peut-être un peu plus élaborées maintenant sur les plans premium.
Et je rebondis sur une question qu'on a eue en tout début de réunion. Est-ce qu'on peut facilement diffuser des rapports Power BI sur un extranet ou via un lien diffusé par mail? Donc là, on va y venir après. Donc, sur un extranet, c'est justement le Power BI Embedded. Power BI Embedded veut dire inclusion, je crois, en anglais de traduction. Embarqué. Embarqué, voilà. Embarqué, inclus. Effectivement, ça porte bien son nom. C'est fait pour être embarqué, comme le dit Pierre, dans un extranet, dans une application. Ça peut être aussi une application. Donc, c'est justement, si vous avez déjà un extranet client, partenaire, j'en sais rien, fournisseur, vous voulez exposer de la data à l'extérieur, le service qui est nécessaire et qui est utile pour faire ça, c'est Power BI Embedded. Je souscris à cette fonctionnalité-là et je peux avoir mes 2000 clients qui se connectent. Alors là, je vais vous donner un exemple, c'est nous chez Oleap. On a un extranet client. Ceux d'entre vous qui nous écoutent et qui êtes déjà clients chez Oleap, dans l'extranet client, il y a une fonctionnalité, mes statistiques de maintenance, et vous pouvez consulter qui a appelé, sur quelle thématique, sur quel logiciel, et avoir des stats dans l'espace client. Et notre espace client, c'est développé par Oleap, nos devs qui font des devs C#, enfin voilà, c'est vraiment une application Oleap. Et on a intégré une couche Power BI Embedded pour que chaque client Oleap, quand il arrive sur sa page, son login et son mot de passe filtre un tableau de bord qui lui est dédié, et chaque client a ses stats de maintenance, donc des tableaux de bord Power BI embarqués dans le portail. Et pour faire ça, c'est Power BI Embedded. Voilà. Petit aparté. Alors, ce qu'il faut retenir dans ces nouveautés, c'est qu'en fait, les fonctionnalités premium auxquelles c'est des fonctionnalités dont on vous parle assez peu parce que les capacités sont quand même assez coûteuses. Un certain nombre de fonctionnalités premium sont maintenant accessibles dans ce Power BI Embedded, qui coûtent quand même nettement moins cher que les capacités premium classiques. Donc, ça permet d'accéder à ces fonctionnalités premium à un tarif qui est quand même beaucoup plus abordable. Et une nouvelle nouveauté, c'est la possibilité de faire du Power BI Premium par utilisateur, où en fait, simplement en payant à l'utilisateur, on va pouvoir accéder à toutes ces fonctionnalités premium. Donc là encore, ça permet de réduire les coûts. Puisque ces coûts sont réduits, on en profite pour vous parler de certaines fonctionnalités premium dont on ne vous a pas parlé avant, mais qui maintenant peuvent devenir très intéressantes pour vous et peuvent avoir du sens dans votre entreprise. Alors, ici, j'ai fait très rapidement une impression d'écran des comparatifs qu'on trouve sur le site de Microsoft de Power BI entre les différentes fonctionnalités. En réalité, le tableau il est beaucoup plus long que ça. Hein. Là, c'est juste un petit extrait, mais qui montre que plus on monte en tarification, évidemment, plus on a accès à un grand nombre de services. Et là, on va se concentrer notamment sur cette notion de rapport paginé, qui n'est pas accessible en Power BI Pro, donc en licence classique, mais qui devient accessible soit avec du Power BI Premium par utilisateur, ou même avec des capacités Power BI Embedded. Alors, les rapports paginés, c'est simplement les rapports SSRS que certains d'entre vous connaissent déjà. Alors, je vais prendre un cas concret. Supposons que j'ai besoin d'un rapport qui me donne, pour la date d'aujourd'hui, la liste des commandes que je dois préparer. Si j'utilise Power BI, ici j'ai fait un tableau où j'ai le client, le numéro de commande, l'article, avec les différentes quantités à préparer. Ce tableau-là, si je dois le transférer à un service d'envoi de commande, il est très difficilement exploitable. C'est toute une liste, il faut la dérouler, tout ça. C'est pas l'outil adapté pour faire ce genre de restitution. Là, comme il peut y avoir beaucoup de données, ce qu'il nous faut, c'est un rapport paginé. Donc, un rapport, on va avoir une mise en page et on va pouvoir avoir plusieurs pages avec des informations qui vont se répartir sur les différentes pages et éventuellement la possibilité de pouvoir l'imprimer ou de pouvoir l'éditer en PDF pour le transférer à des personnes qui auront besoin de ces informations-là. Alors pour ça, on va pouvoir créer des rapports paginés grâce à un nouvel outil qu'il faut installer sur son ordinateur. Et pour ceux qui connaissent les rapports SSRS, en fait, vous retrouvez exactement la mise en page des outils qu'on utilise pour faire des rapports SSRS. La nouveauté ici de cet outil, c'est qu'au niveau des sources de données, on va pouvoir se connecter à un jeu de données Power BI existant. Je vous montre simplement comment se connecter.
Donc ici, j'ai un certain nombre d'éléments, et quand je clique ici, je vois mon modèle vente, donc je vais pouvoir me connecter à mon modèle vente. Ici, si vous regardez bien, vous voyez que l'endroit où se trouve mon rapport, il a un petit symbole, il y a un diamant avec un petit bonhomme sur le diamant. Alors là, c'est écrit un petit peu petit, mais... Donc ce diamant veut dire qu'on est sur un espace premium. Le petit bonhomme sur le diamant veut dire qu'on est sur un espace premium par utilisateur. Donc là, je suis sur une fonctionnalité qui n'est pas une fonctionnalité de base, où il faut avoir un plan premium. Un plan premium pour pouvoir y accéder. Donc là, je sélectionne simplement mon modèle. Je suis connecté à mon modèle. Je vais pouvoir créer une requête sur ce modèle. J'ai le concepteur de requête qui existe. On va lui laisser le temps de se charger. Donc là, pour info, ça va répondre à une question qu'on a eue tout à l'heure. Peut-on facilement diffuser des rapports par un lien diffusé, un lien mail à des personnes extérieures à l'entreprise? Donc là, on peut diffuser des rapports paginés. C'est ce qu'on va vous montrer là. Pour diffuser des rapports avec un accès en data visualisation, là, c'est soit Power BI Embedded, soit avoir une capacité premium. Donc, il faut que globalement, pour les rapports, vraiment les rapports, la DataVis, diffuser un lien URL avec le client, il accède dans DataVis. On a fait de nombreux projets comme ça. C'est plutôt Power BI Embedded pour ça. Je vais rebondir parce que j'ai eu une question à l'instant sur le prix. Power BI Embedded, c'est de l'Azure. Donc Azure, ça veut dire je paye à l'usage. Le prix du service commence à partir de 620 € par mois si le service tourne 720 heures. C'est-à-dire, il y a, on va dire, 30 jours fois 24 heures, ça doit faire 720 heures. Donc, si le service tourne à temps plein, Azure me facture 620. Chez Oleap, pour être très transparent sur le coût, le service, on l'active à 20 heures, enfin à 8 heures, pardon, et on le coupe à 20 heures, 5 jours sur 7, et on est facturé autour de 250 € par mois. Donc, pour 250 € par mois, sur les fonctionnalités jour ouvré, on va dire, vous pouvez donner accès à des clients à des rapports Power BI dynamiques et le rapport se filtre en fonction du login et du mot de passe au client. Voilà, c'était petit aparté. Il y a deux façons de partager, soit des rapports dynamiques, mais ils font un service spécifique, soit du rapport paginé, comme Pierre vous montre là. Et là, ça peut commencer, je crois, à 17 € par mois par utilisateur. Voilà. On revient sur cette petite présentation. Donc là, je suis donc dans mon rapport Reporting Services, dans mon rapport paginé. Vous voyez les anciens vocabulaires qui reviennent. Je suis connecté à mon jeu de données. Je n'ai plus qu'à faire du glisser-déposer pour créer ma requête. Et je vais pouvoir récupérer des données qui vont s'afficher. Ici, je ne vais pas plus loin par rapport à cette partie-là, parce que l'objectif ici, ce n'est pas de faire une formation sur comment on fait des rapports SSRS. Donc, ce que je vous propose, je vais cliquer sur une idée, j'ai un petit peu de lag. Je rebondis le temps que là, Pierre ferme les choses. Donc là, on est vraiment, pour ceux d'entre vous qui connaissiez SSRS, on est dans SSRS. Donc on est ce qu'on appelle les fonctionnalités de rapport paginé. Le futur d'ailleurs de SSRS chez Microsoft, ce sera dans les fonctionnalités Report Server, donc dans les capacités Power BI Premium. Voilà. Donc là, vous voyez un rapport déjà tout fait. Ce rapport, j'ai plus qu'à le publier. En réalité, il est déjà publié. Alors, je vais vous montrer ce que ça donne une fois qu'on est dans Power BI. Donc, mon rapport, il est ici, commande en cours. Il est déjà publié. Et quand je vais l'ouvrir, donc on va attendre qu'il charge les lignes. Donc là, j'ai presque l'impression que c'est la même chose que mes rapports de DataVis, mais en réalité, je suis sur un rapport paginé. Et ici, je peux basculer d'une page à l'autre. Donc, mon rapport, en réalité, il est fait de telle manière que j'ai un client par page, et puis j'ai la liste des commandes avec les articles qui composent la commande. Ce rapport, je peux l'exporter en PDF. Et après, ce PDF, je peux l'envoyer à qui je veux, ou je peux l'imprimer, ou je peux en faire ce que je veux. Donc là, j'ai le rapport qui s'est ouvert. Et là, on voit vraiment qu'il y a une vraie mise en page. Et je peux avoir plein de pages différentes. Là, j'ai plein de pages différentes. Et on voit bien la différence de logique par rapport à un rapport Power BI classique. Ce rapport, je peux l'exporter. Alors, j'ai plein de formats d'export différents.
du PDF, de Excel, du Word, mais je peux également m'abonner. L'abonnement, c'est simplement le fait de pouvoir envoyer ce rapport par mail à différents utilisateurs. Et je peux définir à qui je l'envoie, à quel moment je l'envoie, qu'est-ce que je mets comme contenu dans ce mail qui va être envoyé. Et je peux définir dans quel format je l'envoie, donc là en format PDF. Et je ne suis pas obligé de mettre des personnes qui ont une licence Power BI. Je peux envoyer ce rapport en PDF à des personnes qui n'ont pas de licence Power BI ou à des personnes qui sont externes à mon entreprise. Et si jamais, et en fait, donc ce rapport, quand il est envoyé, il va simplement, l'utilisateur va simplement recevoir un mail et il va avoir le PDF en pièce jointe et il va pouvoir consulter ce rapport. Donc, ça, c'est super intéressant parce que si vous voulez envoyer régulièrement des rapports à vos clients, par exemple, vous n'êtes pas obligé d'acheter une licence premium pour chacun de vos clients. Vous achetez juste une licence premium par utilisateur pour vous. Et sur cette licence premium par utilisateur, vous allez pouvoir créer tout un tas d'abonnements et envoyer des rapports personnalisés à chacun de vos clients. Maintenant, on va pousser le truc encore un petit peu plus loin parce que Power BI permet d'aller encore plus loin. Et pour ça, je vais revenir donc dans Power BI, dans un rapport classique. Ce rapport, je l'ai un petit peu préparé en mettant des graphiques qui me donnent le montant par client et par activité. Et ici, j'ai la possibilité, donc dans ce rapport classique Power BI, d'intégrer un graphique qui va contenir un rapport paginé. C'est ce type de graphique qui est ici. Donc là, ici, je vais mettre mon graphique en grand et je vais me connecter au rapport. Donc je viens sectionner le rapport, j'en ai qu'un ici, donc c'est facile. Et il me demande de définir les paramètres. Donc les paramètres, c'est simplement des variables qui ont été définies au niveau du rapport qui permettent de préfiltrer les données quand on affiche le rapport. Ici, j'ai deux variables qui existent, la raison sociale de l'activité, et je vais avoir la possibilité de connecter les paramètres de ce rapport avec mon jeu de données. Je vais simplement avoir besoin de faire un glisser-déposer de la raison sociale dans mon graphique. Pareil pour l'activité. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai un petit message. En attendant, il y a une question sur toujours la gestion de droit qui revient, de préciser un peu. Donc, comme le disait Pierre, la gestion de droit, déjà, c'est de quoi on parle. C'est-à-dire, si on est dans Power BI Pro, donc Power BI Pro, pour faire simple, ce qu'il faut raisonner dans sa tête, c'est que c'est mon usage interne entreprise. Je souscris à Power BI Pro. La licence de mémoire, c'est 8,40 € par utilisateur et par mois. Que je sois créateur ou que je sois juste consommateur pour me connecter à mes rapports. Dans ce cadre-là, donc dans mon usage entreprise, j'ai deux grands niveaux, comme le disait Pierre. Déjà, un premier niveau, j'ai le droit d'accéder. J'ai le droit d'accéder en visualisation, en modification, et voilà. Donc ça, c'est et puis en suppression, on va dire. Voilà. Donc ça, c'est le premier niveau d'accès. Enfin, consultation, modification, suppression. Et après, j'ai un deuxième niveau de gestion de droit qui est le droit piloté par la donnée, c'est-à-dire en fonction de moi, de mon login, ça va m'attribuer des droits sur donc un seul et même rapport partagé à plusieurs commerciaux dans l'entreprise, parce que j'utilise l'exemple du commercial, mais peu importe. Hein. Donc ce même rapport, il va être, en fonction de mon login et de mon mot de passe, segmenté sur tout un tas de critères. Si moi, par exemple, le critère, c'est le département, eh bien, ou c'est le chargé de compte, eh bien, en fonction du département et du chargé de compte, sur ce rapport, il sera filtré en automatique en fonction de mon login. Ça, c'est une première chose. Si la question, c'était est-ce que c'est pour les utilisateurs externes à l'entreprise, donc quand je veux exposer à des clients, à des personnes externes à l'entreprise dans un extranet via Power BI Embedded, là, c'est finalement un petit peu la même chose. C'est le logging sur l'extranet est utilisé pour filtrer les droits sur le rapport. Voilà. Pour schématiser et faire simple, voilà la réponse à la question. Voilà. Donc je reviens sur cette présentation qui va revenir à l'écran. Et donc, j'ai ajouté la raison sociale et l'activité dans mon graphique. Et au lieu d'utiliser la valeur par défaut, je vais simplement utiliser le champ que j'ai mis, que je l'ai relis correctement.
et je vais pouvoir consulter mon rapport. Donc là, j'ai mon rapport qui apparaît, qui va apparaître dans Power BI. Et ce rapport, ben, je vais pouvoir l'exporter dans les différents formats. Mais là où ça c'est vraiment intéressant, c'est que puisque j'ai relié les paramètres de mon rapport avec mon modèle, ben, quand je vais cliquer sur mon modèle, ça va également filtrer mon rapport. Alors ici, pour que l'application des changements se fasse tout seul, je vais lui demander d'appliquer les changements automatiques, ce qui va permettre, dès que je vais cliquer, d'avoir le rafraîchissement qui se produit. Et là, par exemple, bah, si je sélectionne uniquement une raison sociale, et là, j'ai une grosse erreur. Et là, j'ai une grosse erreur. Donc, les joies du live. Bon, bah, c'est les joies du direct, ça. Les joies du direct. Mais en tout cas, l'idée, c'est que un graphique Power BI puisse filtrer un rapport SSRS. Donc ça fait partie des, on va dire, des nouveautés de la plateforme. Ouais. Je vais vous le montrer une fois déployé. Ça va peut-être, ça devrait fonctionner un petit peu mieux. Voilà, donc là, quand je clique sur un client en particulier, bah, cette fois-ci, il a bel et bien filtré. Donc, on avait dit, il y avait ici une page par client. Si j'exporte ou même ici, on voit qu'il n'y a qu'une seule page, il a bel et bien filtré sur ce client. Ou si je file sur l'activité, il va me fournir que les ventes qui sont liées à une certaine activité dans mon rapport. Ça pallie un peu à la fonction de filtre qu'on avait dans SSRS, et là, ça me permet pour rapidement, je filtre pour mon client, je lui édite la page et je lui envoie. C'est un vrai rapport SSRS, donc on a bien les filtres comme ils existent avant. C'est que là, on a une vraie interactivité où on peut être vraiment dynamique. On clique sur un graphique et on a toujours la logique Power BI. Quand je clique sur ce graphique, les autres se mettent à jour en fonction de ce sur quoi j'ai cliqué. Et là, on retrouve un petit peu ce que j'ai voulu montrer avec le fichier Excel, c'est qu'on a une vraie interactivité des outils entre eux. Je suis sur du Power BI, un rapport classique, mais dans ce rapport, je peux intégrer un rapport paginé et je peux avoir une interaction entre ce rapport paginé et mon rapport. C'est un petit peu aussi ce qu'on vous avait montré l'année dernière avec la possibilité d'intégrer du Power Apps dans un rapport Power BI. Il y a aussi une autre nouveauté qu'on ne vous montre pas cette année, c'est la possibilité d'intégrer du Power Automate. Donc, Microsoft fournit un ensemble d'outils et ces outils sont de plus en plus interactifs entre eux, de plus en plus compatibles, et on peut utiliser les outils les uns dans les autres. Donc ça, c'est en termes d'usage, d'utilisation, c'est quelque chose de vraiment très intéressant. Voilà pour les petites présentations. Ce qu'il faut retenir, parce qu'on a vu beaucoup de choses, donc je vais refaire un petit point pour vraiment conclure cette partie démonstration. Il y a pas mal de nouveautés qui concernent la modélisation. Et à retenir que cette modélisation, qui est la partie la plus technique, elle est quand même de plus en plus accessible à tous les utilisateurs. Quand j'ai tous les utilisateurs, c'est-à-dire pas les informaticiens, pas que les informaticiens, contrairement aux outils Microsoft d'avant, où c'était quand même assez difficile de rentrer dans cette partie-là si on n'était pas informaticien. Là, c'est de plus en plus accessible, de plus en plus facile à utiliser. Un seul outil pour tous les besoins. Avant, il fallait du cube, il fallait des rapports SSRS, il fallait tout un tas d'outils, du SSIS, tout ça. Là, maintenant, tout peut être regroupé dans un seul outil, Power BI, qui peut faire toute la BI. Et puis, de plus en plus, et c'est ce qu'on ressent dans ces nouveautés qui sortent, de plus en plus d'interactions entre les outils, entre Azure et Power BI. Azure qui peut prendre en charge la partie ETL, la partie entrepôt de données. Et puis, de plus en plus d'interactions entre Power BI et tous les outils Office 365. Donc, voilà ce qu'il faut retenir de cette petite démonstration. Benjamin, je te laisse la parole pour, ça marche, pour la suite. Pour conclure. Donc bon, bah, merci à tous déjà de votre présence, comme on l'a dit tout à l'heure. On apprécie beaucoup de faire ces matinées. Pour nous, c'est aussi un moment où on fait de la veille, parce que ça évolue très vite les technos Microsoft, et c'est un moment où ça nous permet de prendre de la hauteur, de se poser, de voir ce qu'on présente. J'aimerais bien aussi, n'hésitez pas à nous faire des retours, c'est-à-dire à nous envoyer un petit mail pour ceux d'entre vous qui nous connaissent et qui ont déjà des mails, ou tout simplement dans les chats, ou tout simplement sur le formulaire contact.
Si vous voulez voir des choses qu'on n'a jamais présentées, ça peut être des cas clients, ça peut être des démos métiers, ça peut être toujours aller plus loin dans la technique, ça ne nous dérange pas non plus. Alors, on n'ose jamais trop aller trop loin parce que on a peur de perdre les gens, mais voilà, n'hésitez pas à nous faire vos retours. C'est pas facile pour nous toujours de mettre le curseur. On essaye tous les ans de présenter de la nouveauté, mais qu'il y ait de l'interaction, ce sera encore mieux. Donc, si vous avez des idées de choses à présenter, on sera ravis de le faire. Voilà, donc, il reste encore un petit moment là. N'hésitez pas s'il y a encore quelques questions-réponses que vous voulez nous partager. On avance du coup, nous, avec Microsoft. On est poussé par Microsoft sur les sujets. Donc, on a beaucoup parlé cette année d'Azure. Rassurez-vous, les offres on-premise ne sont pas non plus mortes, mais c'est sûr que les investissements de l'éditeur, comme l'a dit Microsoft mercredi matin, les investissements de l'éditeur vont maintenant aller plutôt sur la plateforme Azure. Comme on l'a présenté hier, c'est finalement entre monter un serveur avec tout ce que la logistique que ça nécessite et les coûts que ça nécessite, l'approche Azure avec la partie Data Lake, ETL, etc., ça nous semble être très accessible. En termes de prix, je parle, en termes de budget et en plus en termes de fonctionnalité, sinon on ne l'aurait pas présenté. Sachez aussi qu'il y a des nouveautés qui arrivent, et d'ailleurs qui m'ont été proposées et montrées par des clients et des prospects sur de la saisie. Donc il y a Power Apps pour saisir dans Power BI, c'est-à-dire j'ai besoin de faire de l'élaboration, on va dire des budgets ou des objectifs et j'ai besoin de faire de la saisie de quelques champs. Il y a un outil qui permet de faire de la saisie dans la BI, ce qui est carrément nouveau chez Microsoft, on ne va pas se le cacher, qui est Power Apps. Mais il y a aussi maintenant les nouveaux outils qui arrivent. Je vous en dis pas plus, on est en train de les benchmarker, des outils qui viennent d'éditeurs partenaires. J'en ai parlé tout à l'heure. Power BI, ce n'est pas une solution toute seule dans son coin. C'est une solution sur laquelle les développeurs peuvent créer des modules qui sont gratuits ou payants. Et il y a des modules, en l'occurrence, quelques modules payants pour la saisie qui seraient super, qui nous semblent être assez puissants, qu'on va benchmarker. Et si c'est pertinent en termes de performance, de stabilité et d'usage, on vous les présentera peut-être l'année prochaine. Donc, je vois qu'il y a pas mal de retours. Est-ce que les outils sont prévus par Microsoft pour la transition SQL et Azure Data Factory? Oui, c'est déjà le cas. Il y a des migrations de packages SSIS. Comme je l'ai évoqué hier, Azure et Azure Data Factory, c'est assez frais. Donc, on est sur... là, les premiers projets sont en cours, on va dire. Donc, il y a des outils qui existent. Il y a des outils de migration de packages. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a parlé de la Data Factory plutôt que d'Azure Synapse et de Databricks, parce que la Data Factory a prévu des packages de migration vers des offres on-premise vers Azure. Pour Embedded, j'ai une autre question. Pour Power BI Embedded, est-ce qu'il n'y a pas de limite sur le nombre d'utilisateurs? Alors, je vais répondre à cette question. Je passe un peu la main. Alors, Power BI Embedded, on est dans la même logique premium. Il n'y a pas de limite en termes du nombre d'utilisateurs. Par contre, les limites en fait sont très différentes des licences Power BI classiques, puisque en fait, quand on prend du Power BI Embedded, on a plusieurs plans, et pour chacun des plans, il va nous être alloué un certain nombre de corps, de processeurs, de puissance, et un certain nombre de mémoires. Et après, c'est vous à l'usage où quand vous allez atteindre des limites que soit en termes de mémoire, soit en termes de processeur, vous allez être obligé de passer au niveau supérieur pour que ça puisse continuer de fonctionner correctement avec fluidité. Alors, c'est assez difficile de vous donner une limite parce que ça dépend complètement de la taille des données que vous allez importer dans Power BI. Ça va dépendre de la complexité des calculs, ça va dépendre du nombre de rapports, ça dépend du nombre d'utilisateurs qui se connectent au rapport. En même temps, parce que c'est surtout ça qui importe en fait. Le nombre d'utilisateurs externes qui se connectent à mon dashboard, s'il y en a 100 000, mais qu'en même temps ils vont être que 50,
là, les premiers plans vont fonctionner. Par contre, si vous avez 300 personnes qui viennent rafraîchir en même temps, qui sont sur Power BI Embedded, qui rafraîchissent, qui jouent avec la data, etc., là, on peut constater des lenteurs. Et c'est surtout finalement là-dessus que ça va se baser. C'est on fait évoluer les plans. Donc, pour 620 € par mois, je ne peux pas vous dire, aujourd'hui, je n'ai pas de retour sur le nombre maximum de requêtes. Nous, on l'utilisait pour nos 800 clients sur le portail. Ça répondait bien, mais parce qu'il n'y avait pas 800 clients qui étaient en train de jouer avec les tableaux de bord en même temps. Sinon, je pense que ça aurait explosé. La limite est difficile à donner précise, mais en tout cas, voilà le retour qu'on peut faire. En tout cas, il existe aussi bien côté Azure, côté Power BI, des états qui permettent de monitorer le taux d'usage de la capacité et qui permettent de voir si on commence à atteindre des niveaux de saturation à certains moments pour savoir s'il faut passer à la capacité supérieure. Voilà, je ne sais pas si ça répond à la question. On ne peut pas vous dire précisément combien d'utilisateurs en simultané parce qu'il y a tout un tas de facteurs qui font que ça peut se mettre à ramer en fonction de la complexité du modèle, du volume de données, comme l'a expliqué Pierre. Voilà, n'hésitez pas, on est encore là quelques minutes. Donc, s'il y a des questions, vous pouvez les poser. Je vais repartager, ou Pierre, directement, peut-être avance la partie présentation. Donc, comme je le disais, merci à vous, merci d'être présent. Là, je vois qu'il y a des feedbacks et des retours sur les présentations. N'hésitez pas, faites-en plein, et puis on essaiera de voir comment on peut au mieux répondre à vos demandes et adapter les sessions. Encore une question, donc, sur vos exemples Reporting Services, j'ai trouvé les temps de réponse assez longs. Est-ce que c'est normal? Alors, oui, c'est normal. Je vous explique pourquoi. Il y a une première raison, c'est que si vous vous rappelez le modèle que j'avais créé, j'avais mis les commandes en direct query, et en réalité, la base de données, elle est sur mon PC. Ce qui fait que sur un petit PC portable, sur un petit PC portable et sur lequel on fait la présentation et sur lequel on fait la vidéo. Et ce qui fait que là, en termes de temps de transfert, on a un petit peu trop chargé la mule. Ça, c'est un petit peu une des contraintes de cette mode direct query. Oui, on a les données en temps réel, mais par contre, Power BI est obligé de contacter l'endroit où se trouvent les données, ce qui fait que ça génère des fois des temps de latence. Il y a aussi un autre truc, c'est que quand je suis en mode conception, donc en mode application bureau, effectivement, c'est beaucoup plus long. C'est pour ça qu'après, quand j'ai eu le bug, je suis revenu sur le portail Power BI où j'avais déjà déployé mon rapport, parce que là, les temps de réponse sont beaucoup plus rapides. Il ne faut pas oublier quand même, ça c'est une question, je rebondis, c'est une question qu'on a souvent. Il y a beaucoup de gens qui me disent « Ah, je veux du temps réel, temps réel, temps réel ». C'est vrai que le temps réel, c'est alléchant, entre guillemets, et je dis « Ok, je ne suis pas contre, mais pourquoi faire le temps réel ?» Quand c'est pour de la prod et que j'ai besoin en temps réel d'avoir mes batchs de prod qui arrivent, là, ça fonctionne bien. Et on fait un truc super optimisé pour le temps réel, pour voir ce qui arrive sur les lignes de prod, sur un écran télé. Et que voilà. Le temps réel, il ne faut pas oublier que ça veut dire qu'à chaque fois que j'interroge mon rapport, il va aller interroger la base de données de l'ERP, de la compta, de l'outil métier. Ça peut donc sérieusement impacter les performances de l'outil métier. Et donc, moi, je recommande ce que j'ai fait marquer un petit temps de bug parce que j'ai un écran qui me dit patienter. Je recommande de faire du temps réel uniquement dans des cas bien spécifiques. On peut en faire. Power BI est fait pour. Mais voilà, attention à ne pas impacter les performances de vos outils de production. Ça, c'est vraiment très important. Et du coup, on va recommander le mode import. Et les temps de réponse avec Azure seront encore meilleurs. Hein, voilà, c'est pour rebondir sur la question SSRS. Lorsqu'on a tout sur Azure, que je précharge mes données sur de l'Azure SQL, donc j'ai un data lake sur Azure, Power BI étant sur la plateforme Azure, là, on est quand même dans des conditions optimales pour traiter des gros volumes de données de manière super fluide. Et puis, il y a une différence de philosophie qui est justement entre les rapports paginés et les rapports Power BI. Les rapports BI, on veut du temps réel, on veut que ça soit très réactif, très responsive, alors que les rapports paginés sont souvent des rapports qu'on va envoyer par mail au format PDF
Bon, bah, si on planifie ce traitement la nuit, que ça soit rapide ou que ça soit pas rapide, ce n'est plus une question, puisque souvent ce qui vous intéresse, c'est que le matin, quand les collaborateurs arrivent, qu'ils aient ce rapport qui est dans leur boîte mail et qu'ils vont pouvoir consulter. Voilà, donc je vais conclure du coup la présentation. Vraiment, merci à tous hein, d'être présents, de faire vos retours aussi, et puis ces nombreuses questions, ça permet de mieux animer les échanges. Donc pour info, cette année, c'était 3 ateliers. Ils seront dispo sur YouTube pour ceux d'entre vous qui n'ont pas pu voir les précédents. Le premier atelier, une prise de hauteur sur le positionnement Microsoft, et on comprend que c'est axé quand même Azure. L'idée, c'était aussi de vous présenter un retour d'expérience sur ce premier atelier. Deuxième atelier, donc là, on est rentré dans le produit de la Data Factory sur Azure. C'est un nouveau souffle finalement pour l'ETL de Microsoft parce que SSIS, il a 15 ans ou 16 ans, ça commence à être un vieux monsieur ou une vieille dame. Même si il est super puissant, on peut faire beaucoup de choses dedans. On est très content d'avoir cette Data Factory qui arrive avec plein de connexions cloud et qui va permettre de donner et de nous relancer sur pas mal de sujets. Et puis enfin, Power BI et puis toutes ces nouveautés, là, on voit que voilà, Microsoft investit fortement et pour nous, c'est super chouette parce qu'on a plein de choses à vous montrer tous les ans, plein de nouveautés et on a envie que ça continue comme ça. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, un bon appétit et un bon week-end. Et puis, voilà, au plaisir d'échanger sur vos projets. Ouais, merci de nous avoir écoutés et j'espère que vous avez pu ressentir la passion qu'on a pour tous ces produits, pour la BI. Et on sera heureux de pouvoir vous retrouver l'année prochaine pour vous présenter encore d'autres nouvelles choses.